On l'a appris ce matin, le chanteur Maurice Gibb est mort cette nuit à Miami. Maurice Gibb, un tiers des célèbres Bee Gees. En 4 décennies, les Bee Gees ont vendu plus de 220 millions de disques. Leur tube disco, leur voix haut perché et leur coiffure bouffante les rendaient incontournables. We always call ourselves triplets, just something went wrong with Barry, you know. Si ses frères s'occupaient des voix principales, Maurice était le talent caché qui assurait la cohésion du groupe. Barry était le cerveau du groupe, Maurice le directeur musical. Maurice détenait la clé de leurs harmonies et de leurs arrangements. Mais le mercredi 8 janvier 2003, Maurice Gibb est pris de violentes douleurs à son domicile de Miami. Il meurt 4 jours plus tard à seulement 53 ans. La mort de Maurice Gibb est d'autant plus inexplicable que d'après ses proches, il était en pleine forme. Ce jour-là, il avait l'air normal, pas malade. Pourquoi Maurice a-t-il fait brusquement un malaise avant de mourir 4 jours plus tard? Je veux éclaircir ce mystère et savoir exactement ce qui s'est produit juste avant sa mort. Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de réputation mondiale. Il a pratiqué plus de 4000 autopsies dans lesquelles il a mis en lumière la cause du décès. Il est aujourd'hui médecin légiste en chef dans l'une des plus grandes villes américaines. Voici le rapport d'autopsie de Maurice Gibb, des Bee Gees. D'après les informations recueillies dans cette expertise, je vais pouvoir retracer les derniers jours, les dernières heures et les dernières minutes de sa vie. J'espère pouvoir dire avec certitude pourquoi un des membres du trio pop le plus célèbre au monde est mort aussi rapidement à l'hôpital. 22 décembre 2002. 3 semaines avant sa mort, Maurice fête son 53e anniversaire en compagnie de ses 2 enfants, Samantha, Adam et de sa femme Yvonne, dans une de leurs propriétés à Miami. Juste avant de mourir, Maurice avait adopté le style de vie d'une pop star en pré-retraite. Il passait tout son temps avec sa famille. Dans les mois précédant sa mort, les Bee Gees s'offrent une pause après leur dernière tournée. Mais Maurice se met à composer de nouveaux morceaux. On le voyait improviser avec Michael Jackson. Il avait écrit 2 arrangements pour cordes et il travaillait sur les bandes originales de 2 films. Il avait l'air de mener une vie sereine et épanouie. Je lis dans le rapport d'autopsie que Maurice mesurait 1,73 m et qu'il pesait 67,6 kg. Ça donne un IMC de 22,6. C'est tout à fait dans la norme. Maurice doit sa silhouette notamment à sa passion pour le paintball, un loisir qu'il a démarré tardivement. Maurice est tombé fou amoureux du paintball. Il disait que c'était l'activité de détente la plus rock'n'roll qu'il ait jamais connue. Du coup, il a ouvert un magasin de matériel au nord de Miami baptisé la boutique de paintball du commandant Moe. Il a même été jusqu'à sponsoriser une équipe. Maurice adorait le paintball. Selon toute apparence, il est en pleine santé pour son âge. Maurice avait toujours l'air d'être au top de sa forme. Quand on le voyait, il avait toujours une pêche incroyable. C'était quelqu'un d'extrêmement actif. Michael Hunter enquête sur les causes de la mort de Maurice Gibb en examinant son rapport d'autopsie. La première chose que je remarque, c'est une cicatrice chirurgicale de 30 cm de long. D'après son emplacement sur le torse, elle résulte d'une lourde opération du système digestif. C'est la trace d'une opération toute récente. Dans le rapport, un autre indice corrobore la possibilité d'une intervention récente. Je remarque qu'au moment de l'autopsie, les cordes vocales de Maurice étaient enflées. C'est certainement dû au tube d'assistance respiratoire qu'on lui a passé dans la gorge. Lors d'une urgence médicale, on intube un patient dès lors qu'il est inconscient et qu'il a du mal à respirer. D'après le rapport, il est évident que Maurice Gibb avait subi une intervention urgente du système digestif avant sa mort. Alors je veux savoir quel rôle exact la chirurgie a joué dans les événements qui ont provoqué son décès. Juste après la mort de Maurice, le monde entier se pose la même question.
Michael Hunter pense que la clé du mystère se cache dans la bonne interprétation du rapport d'autopsie. Mon enquête va se concentrer sur la raison pour laquelle Maurice Gibb s'est retrouvé aux urgences. Je veux savoir pourquoi il est mort malgré l'opération qu'il a subie. Né en 1949 et élevé dans une région défavorisée du nord de l'Angleterre, les jumeaux Maurice et Robin Gibb commencent à se produire tout jeunes en compagnie de leur frère aîné Barry. Les Bee Gees ont grandi dans un dénuement total. Ils n'avaient rien. Alors les garçons se sont mis à chanter au coin des rues. Maurice n'a pas eu d'enfance. La pauvreté les affectait tous les trois, mais particulièrement Maurice. En 1958, Maurice a tout juste 9 ans quand la famille Gibb émigre en Australie. Outre Barry et Robin, Maurice a une sœur aînée, Leslie, et un petit frère Andy, qui aura lui aussi beaucoup de succès dans la chanson. Pour se faire de l'argent de poche, les frères montent un groupe qui se produit en public lors de courses automobiles. Ils jouaient à l'arrière d'un camion et les gens leur lançaient des pièces. Ils formaient une espèce de trio élégant et doué. Ils ne tardent pas à être repérés. Leur premier passage télévisé, loin de les intimider, confirme leur aisance vocale en public. Ils choisissent de s'appeler les Bee Gees, comme diminutif des frères Gibb. Bientôt, ils enchaînent les tubes. Ces trois gamins avaient du talent, contrairement à beaucoup de groupes éphémères de l'époque. Dès la fin des années 1960, Barry et Robin, qui alternent les voix solo, et Maurice aux instruments, se retrouvent propulsés dans une prodigieuse carrière internationale. En 1977, la musique des Bee Gees fournit la bande sonore idéale pour faire danser le disco à John Travolta dans La fièvre du samedi soir. L'album restera la bande originale la plus vendue au monde pendant 15 ans et fera des Bee Gees les superstars que l'on connaît. Jamais ils n'auraient imaginé que La fièvre du samedi soir, Staying Alive et How Deep Is Your Love deviennent des succès planétaires. Mercredi 8 janvier 2003, 14h. Le Stadium, un petit restaurant de Miami Beach en Floride. 4 jours avant sa mort, Maurice vient y déjeuner en famille. Voir débarquer Maurice dans notre petit restaurant, c'était comme vivre un rêve. Il a beaucoup aimé son repas, il a discuté ouvertement avec le personnel et les clients. Je l'ai trouvé chaleureux, détendu, sympa comme tout. C'est l'une des adresses favorites de Maurice. Un lieu où ils se font presque anonymement parmi les clients, loin des feux de la rampe. Il commandait presque toujours une omelette végétarienne. Il voulait qu'elle soit cuite à la poêle, pas sur le grill. Il mangeait ça avec des pommes de terre sautées. Dans le rapport d'autopsie, un détail témoigne du soin qu'apportait Maurice Gibb à son régime alimentaire. Je remarque que Maurice est allergique aux fraises. C'est une allergie rare et potentiellement mortelle. Mais rien ne prouve qu'il ait mangé des fraises dans ce restaurant. Et j'imagine qu'il faisait très attention à les éviter. Au début du repas, Maurice commence à se plaindre de douleurs à l'estomac. Mais discret de nature, il choisit de ne pas s'inquiéter plus que ça. Sa douleur au ventre est le premier signe d'un dysfonctionnement du système digestif. Il y a plusieurs causes possibles à cela qu'il va falloir examiner. La plus plausible est l'intoxication alimentaire, mais elle nécessite rarement une intervention de l'abdomen aussi importante que celle qu'il a subie. Elle provoque nausées et vomissements, mais rien n'atteste que Maurice ait été malade. Alors j'exclus cette hypothèse. Ce jour-là, il avait l'air normal, pas malade. L'alerte est de courte durée et Maurice termine son repas en compagnie des siens. Je suis absolument certain que la douleur qu'il a ressentie au restaurant était un signal d'alarme. Car sous sa peau, un véritable drame est en train de se jouer. Mais il ne ressent pour l'instant qu'une gêne passagère. Et il est loin de se douter de ce qu'il attend. Mercredi 8 janvier 2003, 17h30.
Les Gibb sont rentrés du restaurant. Soudain, Maurice se tord de douleur. Son abdomen le fait atrocement souffrir. Son fils Adam appelle les secours. Deux choses peuvent provoquer ces douleurs fulgurantes. Une appendicite ou un ulcère de l'estomac. Il existe des ulcères graves avec des douleurs insupportables au ventre et des saignements internes. En examinant le style de vie du chanteur, Michael Hunter pense avoir trouvé une piste. Le tabagisme peut aggraver un ulcère de l'estomac. On sait que Maurice Gibb fumait beaucoup. Une habitude qu'il avait prise dans sa jeunesse. Quand on allait à Londres, on ne pouvait pas fumer en avion. Alors dès la sortie de l'avion, Matt Bannelly, qui était notre bassiste à l'époque, et Maurice fonçaient dehors pour s'allumer une cigarette. Le tabagisme sévère de Gibb a bel et bien eu un effet néfaste sur son cœur. Je vois aussi dans le rapport d'autopsie que Maurice souffrait d'athérosclérose. C'est une affection qui peut être grave, dans laquelle les artères sont bouchées par des plaques d'athérome. Le tabagisme est un facteur majeur d'athérosclérose. Maurice, qui fume énormément, court aussi un risque élevé de développer un ulcère de l'estomac. Mais les violentes douleurs qu'il a ressenties correspondent-elles aux symptômes de ces maladies? L'ulcère de l'estomac se développe très progressivement et il y a peu de chances qu'il provoque de brusques douleurs abdominales. L'appendicite, en revanche, est beaucoup plus susceptible de le faire. L'appendicite est une inflammation douloureuse de l'appendice, qui est une petite poche reliée au gros intestin. L'inflammation peut mettre des heures à se former. Si on ne l'opère pas d'urgence, la crise d'appendicite peut provoquer des complications extrêmement graves. Alors une crise d'appendicite a-t-elle pu déclencher les douleurs dont Maurice a été victime? Peu après que le fils de Maurice ait appelé du secours, son père est transporté au centre médical Mont Sinai à Miami Beach. Les médecins tentent de trouver l'origine précise de ces douleurs. En enquêtant, j'ai pu exclure certaines probabilités comme l'intoxication alimentaire, les allergies et l'ulcère de l'estomac. Il a peut-être eu une crise d'appendicite, mais rien dans le rapport d'autopsie ne le suggère. Mais c'est dans le rapport de toxicologie de Maurice Gibb que Michael Hunter découvre une nouvelle piste. L'artiste a peut-être usé de substances illicites. Le rapport dit qu'on a trouvé des cannabinoïdes dans ses urines. C'est la preuve qu'il avait pris de la marijuana peu de temps avant. À l'apogée de leur gloire, Maurice et ses frères mènent le train de vie débridé de nombreux artistes rock. Les années 70 étaient une époque complètement dingue. Si j'avais fait partie du groupe à ce moment-là, je serais peut-être mort aujourd'hui, ou bien derrière les barreaux. Mais dans les années 70, quand les Bee Gees surfaient au sommet des hit-parades, prendre des drogues n'avait rien d'exceptionnel dans le show business. Tous les groupes avaient en apparence une image blanche comme neige. Mais si vous poussiez la porte de leur chambre d'hôtel, vous auriez vu les orgies que c'était. Le mot d'ordre était sexe, drogue et rock'n'roll. Les Bee Gees n'auraient apparemment pas dérogé à cette règle. Mais le fait d'avoir fumé de l'herbe a-t-il pu contribuer au décès de Maurice? Dans ma carrière, je n'ai jamais eu à constater de décès qu'on puisse imputer directement au cannabis. Les traces trouvées dans ses urines laissent penser qu'il en consommait occasionnellement. Par contre, le cannabis sert souvent de drogue d'initiation. Y a-t-il des chances que Maurice ait pris des drogues plus dangereuses pendant la grande époque des Bee Gees? Au début des années 70, la cocaïne a eu un succès populaire phénoménal. Au point que les gens en ont abusé allègrement. Personne ne savait où s'arrêter.
ni quelle était la dose susceptible de déclencher un délire psychotique ou même de vous faire mourir. De fait, la cocaïne va jouer un rôle déterminant dans la vie et la mort du cadet des Bee Gees, Andy. Avec sa voix typique de fausset des frères Gibb, il fera une belle carrière solo avec des tubes comme Shadow Dancing. Né 9 ans après Maurice, il ne s'est jamais joint aux Bee Gees. Mais il a enchaîné en solo pas moins de 10 singles qui se placeront tous parmi les 10 premiers du top américain. Andy, qui luttait aussi contre la drogue, mourra en 1988. Andy Gibb n'a pas supporté le poids de la célébrité. Il est devenu accro à la cocaïne, il s'en est sorti avant de mourir d'une crise cardiaque. Officiellement, Andy est mort d'une infection cardiaque. Mais en prenant de la cocaïne pendant plusieurs années, il a affaibli son système immunitaire et rendu son cœur plus sensible aux maladies. Maurice a-t-il eu la même addiction qu'Andy? Et si oui, a-t-elle pu contribuer à sa mort? Se droguer, ça relève évidemment d'une décision individuelle. Il existe un courant de pensée suggérant que nous sommes génétiquement prédisposés à réagir face aux drogues, à l'accoutumance et aux effets qu'elles ont sur nous. Maurice admettait volontiers avoir essayé brièvement la cocaïne dans le passé. Il a pris de la cocaïne pendant 6 mois à la fin des années 70, puis il a dit « c'est fini, il n'est plus question que j'en reprenne ». Le rapport d'autopsie ne décèle aucune trace de cocaïne ni d'un quelconque dérivé. Qui plus est, la cocaïne reste plusieurs jours dans l'organisme. Donc, je suis sûr qu'il n'en a pas pris peu de temps avant sa mort. Mercredi 8 janvier 2003, début de soirée. Centre médical Mount Sinai, Miami, 4 jours avant sa mort. Indécis sur l'origine exacte des douleurs abdominales de Maurice, les médecins le gardent en observation pour la nuit. On lui a administré de la morphine pour l'apaiser et un examen exploratoire est prévu dès le lendemain matin. Après avoir exclu les stupéfiants, Michael Hunter envisage un autre type de dépendance. Il existe une autre drogue mortellement toxique quand on en abuse. Elle peut affecter plusieurs organes, dont l'estomac et le foie. Maurice était connu pour aimer cette drogue, l'alcool. Maurice découvre la célébrité quand il en goûte pour la première fois. Et c'est son idole John Lennon qui offre au jeune Gibb, alors âgé de 17 ans, son premier alcool fort. Lennon lui a offert un whisky soda et Maurice a dit « Si John m'avait offert du cyanure, je l'aurais bu ». Il a ajouté qu'il y a seulement 5 mois, il lisait encore les fanzines et que maintenant il était membre d'un club fréquenté par Lennon et Keith Moon. Devenu assez célèbre pour frayer avec ses icônes du rock, sa brève rencontre avec Lennon en 1967 déclenche en lui une passion invétérée pour la bouteille. Maurice était un vrai fêtard, un authentique pilier de boîte de nuit. Il menait une vie digne de la fièvre du samedi soir. Ces gamins se sont retrouvés en très peu de temps avec un compte bancaire gonflé à bloc. C'est monté à la tête de Maurice comme ça le ferait à n'importe quel jeune de 18 ans qui se retrouve avec 20 millions de dollars en poche. En 1969, Maurice épouse la chanteuse pop Lulu. Mais après 4 ans de mariage, le couple se sépare. Si leur union s'est mise à battre de l'aile, c'est justement à cause de l'alcool. Ils n'arrêtaient pas de se battre. Ils se sont séparés un certain temps. Lulu a mis fin au mariage parce qu'elle n'arrivait pas à le faire cesser de boire. Maurice se bat contre l'alcoolisme tout au long des années 70, tandis que le groupe enchaîne les tubes. Les Bee Gees subissaient des pressions pour écrire chaque fois un nouveau tube. C'était un cercle vicieux. D'accord, votre nouvelle chanson est géniale, mais comment sera la suivante? Dans la fratrie, les relations deviennent de plus en plus tendues. Barry était le pôle d'attraction du groupe. Robin était très jaloux. Toute l'attention du trio vient de là. Maurice, qui était entre les deux, a très mal vécu de devoir jouer les diplomates avec ses frères. Comment supporter ses frères dans un groupe ultra célèbre, 24 heures sur 24, pendant les tournées et les enregistrements? Entre eux,
les disputes éclatent au quart de tour sur la direction artistique à suivre. Souvent, l'un d'eux part en claquant la porte. Une altercation particulièrement violente les obligera même à se passer de Robin pendant 1 an. La vie du groupe stressait beaucoup Maurice et Robin. À mon avis, Maurice a plongé dans l'alcool pour chercher à apaiser ses tensions et sa colère. Pour son entourage, il est bientôt évident que Maurice est devenu dépendant à l'alcool. Les gens se demandent souvent pourquoi une personne devient alcoolique ou quand la boisson commence-t-elle à devenir un problème. Pour moi, c'est quand l'alcool sort du cadre festif entre amis, quand on perd le contrôle sur sa consommation et quand la prise d'alcool a lieu dans un environnement où il n'a pas lieu d'entrée, comme l'endroit où l'on travaille par exemple. Maurice dit avoir caché 20 bouteilles dans divers endroits des studios Criterion. Il cesse de jouer en séance, il ne participe plus aux arrangements des morceaux, il se contente de chanter les chœurs. On raconte même que pendant la tournée des années disco, Maurice n'a jamais joué de basse sur scène. L'alcoolisme chronique détruit le foie et tue. Si Maurice a continué à boire autant au fil de sa vie, il a pu contracter une cirrhose du foie qui aura provoqué des douleurs abdominales si violentes qu'il en a fait un grave malaise. Avec l'aide de sa deuxième compagne Yvonne, qu'il épouse en 1975, Maurice arrive pendant un moment à juguler son alcoolisme. Mais en 1988, 15 ans avant de mourir, le décès de son frère cadet Andy le replonge dans la boisson sans qu'il puisse y faire quoi que ce soit. Après la mort d'Andy, l'alcoolisme de Maurice a atteint des proportions très dangereuses. Il n'était plus vraiment lui-même à cause de tout l'alcool qu'il buvait. L'expérience du deuil, le chagrin et le sentiment de perte irrémédiable qui l'accompagnent sont sans doute les pires moments que nous ayons à traverser dans la vie. Mais imaginez qu'en plus vous ayez un terrain dépressif ou que vous ayez déjà utilisé des substances pour atténuer la souffrance. Il n'est pas étonnant qu'après un immense chagrin, vous soyez tenté de surmonter cette épreuve en revenant à une échappatoire dont vous connaissiez déjà la nocivité. Maurice a-t-il continué à boire après le décès de son frère cadet? Et cela a-t-il pu contribuer à sa mort? Octobre 1991, Miami Beach. Gibb s'est saoulé au cognac. Morning, ladies. How are you today? What's going on? I'm having breakfast. What do you think I'm doing? What are you doing with that in your hand? Cette fois, c'en est trop pour Yvonne. Sam, look at your bag. Ses éternelles beuveries la font craquer. I've had enough. I'm leaving. All you've done I don't think so. to help me along the way. I think a little something. Dans son délire éthylique, Maurice ne se contrôle plus et braque sur sa famille un revolver chargé. Put the gun. I don't want to put it down. Leave her out of it. Just leave your mum alone. Craignant pour leur vie, Yvonne fuit avec leurs enfants. Le lendemain, Maurice, pris de remords, supplie les siens de rentrer à la maison. Sa femme lui a dit qu'elle ne reviendrait pas tant qu'il ne se serait pas fait soigner. Alors dès le lendemain, Maurice est parti en cure de désintoxication. Pour moi, c'est la preuve de son attachement familial et de sa conscience du problème. You're right. Sure. Pour prouver à ses proches qu'il ne les menacera plus jamais, il demande à sa fille Samantha de jeter le revolver. Just throw it away. Just get rid of it. Hello, everybody. I'm Maurice, and I'm an alcoholic. Hello, Maurice. Thank you. Dès lors, Maurice se consacre à retrouver la sobriété. Dans une interview l'année suivante, il dit avoir rejoint les alcooliques anonymes. On peut se poser la question, les douleurs atroces qui lui ont valu un malaise avant de mourir en 2003 proviendraient-elles d'une rechute dans l'alcool?
Michael Hunter cherche dans le rapport d'autopsie des détails trahissant une éventuelle rechute. Si Maurice s'était remis à boire à l'excès dans les semaines et les mois précédant sa mort, son foie en porterait forcément les séquelles. Le foie filtre les toxines transportées dans le sang. Quand on abuse de l'alcool de manière prolongée, il perd de sa capacité à décomposer les graisses et celles-ci finissent par s'accumuler. Un foie adipeux prouve que la personne souffre d'alcoolisme. Mais d'après l'autopsie de Maurice, je constate que son foie a un poids normal et qu'il n'y a aucun signe de stéatose hépatique. Au moment de sa mort, il était sobre. Mais je serais curieux de savoir si son alcoolisation précoce a pu provoquer des lésions graves au foie susceptibles d'expliquer ses douleurs abdominales. Même si Maurice a cessé de boire, sa consommation excessive dans sa jeunesse a pu former des tissus cicatriciels dans le foie. On appelle ça une cirrhose. Elle affecte le fonctionnement du foie, elle est irréversible et peut être fatale. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, à la mort de Maurice, son foie était normal. Malgré des années d'abus, l'autopsie de Maurice confirme que son foie n'avait aucun symptôme de cirrhose, ni d'autres maladies graves. Le rapport décrit un organe lisse et parfaitement uniforme. On dirait que, fidèle à son engagement, Maurice a bien cessé de boire et que, miraculeusement, son organisme n'en a gardé aucune séquelle grave. Mercredi soir, 8 janvier 2003, hôpital Mount Sinai, Miami. Dans le pavillon VIP, les médecins de Maurice se demandent si quelque chose de plus complexe ne serait pas à l'origine de ses douleurs. Maurice est resté en observation toute la nuit, le temps d'apaiser ses douleurs et de le soumettre à un examen exploratoire. Mais vers 4 heures du matin, le jeudi 9 janvier, l'artiste est victime d'un arrêt cardiaque. Help us, someone! We can call someone. Get someone to come. Come on! Okay, stand back. L'équipe de réanimation accourt. Okay. Shock! Stand back! Shock! Les décharges du défibrillateur parviennent à relancer son cœur. Mais sa vie ne tient plus qu'à un fil. On l'emmène aussitôt au bloc. Son état a sensiblement empiré et nécessitait une intervention immédiate. Je rechercherai en priorité une hémorragie ou un problème intestinal. Maurice Gibb subit une intervention exploratoire. Ses médecins décident d'examiner son intestin. Il souffre peut-être d'une occlusion. L'occlusion intestinale peut venir de beaucoup de choses. Elle cache souvent une complication de la maladie de Crohn ou un cancer des intestins. Quoi qu'il en soit, sa vie est potentiellement en danger. Au bloc, les chirurgiens constatent que Maurice souffre d'une occlusion intestinale, mais d'un type extrêmement rare. On découvre qu'il a une malrotation de l'intestin grêle. C'est une malformation qu'il porte en lui sûrement depuis la naissance. Dans l'utérus de sa mère, l'intestin grêle du fœtus se développe en dehors de son corps, à la base du cordon ombilical. Il accomplit ensuite une rotation complexe pour se placer correctement dans l'organisme du bébé. Quand quelque chose cloche à cette étape de la gestation, il arrive que l'intestin grêle se loge d'une manière inappropriée. C'est ce qu'on appelle une malrotation. Non diagnostiqué, l'intestin grêle mal placé peut se tordre et provoquer d'atroces douleurs. Une malrotation se corrige pendant l'enfance. Il y a une chance sur 1 million qu'un adulte découvre qu'il souffre de ça. Non diagnostiquée, elle peut être très dangereuse. Les boyaux peuvent se tordre n'importe quand et bloquer la circulation sanguine intestinale. La plupart des gens ignorent qu'ils ont ça jusqu'à ce qu'une crise aiguë les mette en danger. Maurice en fait les frais au restaurant et le malaise dont il est victime à son domicile survient au moment où l'intestin commence à se tordre. En s'étranglant, ces boyaux coupent le flux sanguin vers une partie des intestins, les privant ainsi d'oxygène.
L'étranglement peut se produire très vite, en 1 heure environ. Quand ça arrive, on a juste le temps d'opérer avant que les boyaux ne commencent à mourir. Il faut enlever rapidement la partie nécrosée où c'est la mort assurée. Les médecins doivent agir d'urgence. Quand l'intestin meurt, c'est irréversible. Et si on n'enlève pas rapidement la partie nécrosée, cela peut entraîner le décès du patient. Les chirurgiens agissent rapidement sur l'intestin grêle de Maurice en découpant les parties atteintes. Une fois le problème de fond résolu, ils recousent son abdomen et envoient Maurice en salle de réveil. On peut très bien vivre sans une partie de l'intestin. Les extrémités saines sont recousues bout à bout et le patient mène une vie tout à fait normale. Vendredi 10 janvier 2003. Barry Gibb, l'aîné de la fratrie, rejoint la famille. Maurice est dans le coma, mais son état semble inspirer confiance. On dit même qu'il remue les orteils et qu'il serre la main de sa fille. Un porte-parole de l'hôpital annonce à la presse que l'artiste est dans un état sérieux, mais stable. Au Royaume-Uni, son frère jumeau Robin reste confiant dans son rétablissement. L'état de santé de Maurice est sous haute surveillance depuis 72 heures. Sa famille continue de croire qu'il montre des signes d'amélioration. Samedi 11 janvier 2003, fin d'après-midi. 2 jours après l'intervention urgente subie par son frère, Robin Gibb débarque du Royaume-Uni. Avec l'espoir que Maurice sorte bientôt du coma, Robin rejoint Barry et la famille de Maurice à son chevet. Il n'y a plus qu'à attendre en priant pour qu'il s'en sorte. Mais en début de soirée, le personnel s'inquiète. Les fonctions vitales de Maurice s'affaiblissent. Vers 23 heures, les médecins annoncent à la famille que son activité cérébrale est très faible et qu'il est maintenu en vie artificiellement. Ils prennent la décision déchirante de débrancher le respirateur. À minuit 10, le dimanche 12 janvier, Maurice Gibb s'éteint. Musiciens, amis et fans ont fait la queue pour rendre un dernier hommage à Maurice Gibb des Bee Gees, mort aujourd'hui à l'hôpital. Il n'avait que 53 ans. Avant même que je ne l'entende à la radio, un client m'a annoncé « Vous avez vu que Maurice est mort ?» J'étais abasourdie. Je croyais vraiment qu'il serait celui des Bee Gees qui vivrait le plus longtemps. L'un de nos musiciens préférés a disparu comme ça. Et pour sa famille, ça a été bien entendu une tragédie épouvantable. Mais Michael Hunter, médecin légiste, tient à enquêter plus en détail sur la mort de Maurice Gibb. Il subsiste un mystère sur la cause de sa mort. L'opération avait réussi et il commençait à s'en remettre. Mais 3 jours plus tard, il est mort. Le lendemain du décès, dans les interviews données aux médias, ses frères Robin et Barry incriminent l'hôpital pour de supposées négligences. Barry et Robin ont fait du bruit dans les médias en disant que l'incompétence des médecins l'avait tué et qu'ils avaient l'intention de poursuivre l'hôpital. Quand Maurice fait un arrêt cardiaque 3 jours avant de mourir, l'équipe de réanimation le ramène à la vie. Mais on est en droit de se demander si elle n'est pas intervenue trop tard. Robin prétend qu'il n'y avait pas d'unité de défibrillation dans le pavillon VIP où Maurice était hospitalisé. Il avance qu'il a fallu 10 minutes pour en apporter une. Un délai suffisant pour occasionner à la victime des dommages cérébraux irréparables.
Pour essayer de trouver les preuves formelles, Michael Hunter examine de plus près le rapport d'autopsie de l'artiste. Quand le cœur s'arrête, il cesse de pulser le sang à travers le corps. Le cerveau se retrouve privé d'oxygène et les cellules cérébrales meurent. Si on ne pratique pas immédiatement une défibrillation, chaque seconde de perdu aggrave les dommages cérébraux et altère les chances de survie de la victime. Je découvre que l'autopsie a décelé une anoxie. C'est un déficit d'oxygène dans les organes, et en particulier dans le cerveau. Cette anoxie confirme-t-elle que la réanimation est intervenue trop tard? En rassemblant les éléments pour reconstituer leur enchaînement, Michael Hunter pense avoir trouvé la cause exacte de la mort de Maurice Gibb. Pour moi, toutes ces fonctions vitales ont dit stop d'un seul coup, et je sais pourquoi. Après un malaise dû à de violentes douleurs abdominales, Maurice Gibb des Bee Gees a été opéré d'urgence pour une malrotation de l'intestin grêle. Le pronostic post-opératoire se voulait encourageant, mais le dimanche 12 janvier 2003, Maurice meurt. La douleur abdominale de Maurice est due à une anomalie congénitale, une malrotation de l'intestin grêle. C'est une torsion des boyaux avec interruption du flux sanguin dans l'intestin. L'intervention urgente aurait dû résoudre le problème, mais quelque chose a très mal tourné pour Maurice. En relisant attentivement le rapport d'autopsie, Michael Hunter découvre un indice clé. Une ligne dans le rapport indique, je cite, « Le tiers distal du duodénum et l'intégralité de l'iléon sont chirurgicalement absents. » Or, c'est toute une partie des viscères de Maurice, pas quelques boyaux, mais 4/5 de l'intestin grêle. La torsion intestinale était haut placée, près de son estomac. Privée d'oxygène, une grosse portion de ses intestins, plus de 4 mètres, est morte. Quand les boyaux de Maurice sont morts, les tissus de sa paroi intestinale ont pu être touchés et se rompre. Les bactéries intestinales, essentielles pour digérer les aliments, se sont épanchées dans sa cavité abdominale. Une fois dans le système sanguin, les bactéries deviennent très toxiques. En se diffusant dans l'organisme, elles causent des ravages. On appelle ça un choc septique. Et pendant que l'organisme de Maurice contre-attaque, sa tension artérielle chute de façon spectaculaire et son cœur est privé de circulation sanguine. Il est possible que le cœur du chanteur, affaibli par une athérosclérose due à son tabagisme, ait eu beaucoup de mal à pomper le sang. Avec pour conséquence un brusque arrêt cardiaque. Maurice souffrait aussi d'un emphysème. Cette maladie respiratoire était due à ses longues années de tabagisme qui ont altéré sa capacité à oxygéner le sang. Au moment de l'arrêt cardiaque, ses fonctions vitales ont commencé à lâcher. Pour Michael Hunter, l'anoxie détectée dans ses tissus cérébraux n'est pas due à une réanimation tardive, mais au choc septique qu'il a évoqué. Comme son sang manque d'oxygène, son cœur s'arrête. Et comme son cerveau reçoit moins d'oxygène, Maurice plonge dans le coma. Après l'arrêt cardiaque, les médecins le font opérer dès qu'ils ont conscience du choc septique. Mais il est déjà trop tard. Maurice souffrait d'une anomalie extrêmement rare qui n'a pu être décelée qu'à son dernier stade. Quelques jours après avoir avancé que le décès de leur frère était dû à une négligence du corps médical, Barry et Robin se rétractent. Il n'y a pas eu de faute médicale et les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ce qui est arrivé à Maurice était typique de son état de santé. Et très vite après ce constat, Barry et Robin ont ravalé leur colère et retiré leurs menaces de poursuite. Toute sa vie, Maurice Gibb aura vécu comme une bombe à retardement. Malheureusement, le diagnostic est tombé trop tard. Mais même si Maurice avait réchappé de son opération, il aurait eu du mal à vivre normalement. Avec si peu d'intestin, il aurait eu des problèmes de digestion et d'absorption des nutriments. Ça aurait entraîné une malnutrition, des troubles hépatiques et peut-être un décès prématuré. Mais la découverte de l'état de Maurice va permettre quelques années plus tard de sauver son frère jumeau Robin. En 2010, Robin Gibb est admis dans un hôpital de Grande-Bretagne pour des douleurs abdominales similaires. On découvre qu'il souffre lui aussi d'une malrotation de l'intestin
et que celui-ci a commencé à se tordre. Un jumeau qui souffre d'une malrotation, ça ne veut pas dire nécessairement que son frère jumeau aura la même anomalie. Mais comme on pense que les causes sont plus ou moins génétiques, Robin courait un risque accru d'avoir le même problème. Grâce au diagnostic pratiqué sur Maurice, les médecins de Robin ont su ce qu'ils devaient chercher et il a pu être soigné in extremis. Robin Gibb s'est totalement remis de son opération. Mais en 2012, il meurt d'un cancer du côlon sans rapport. Barry est le seul survivant des frères Gibb. Je n'arrive pas à croire que je suis l'aîné et que je suis toujours vivant. Il y a quelque chose d'un peu injuste là-dedans. Le 15 janvier 2003, 200 proches et amis assistent en privé aux obsèques de Maurice Gibb à Miami Beach. C'est une triste histoire, mais cela n'empêche pas que sa vie a été ponctuée de beaucoup d'épisodes drôles et instructifs. Je me souviens de Maurice comme d'une belle personne, un homme bienveillant et très humain. Les gens l'aimaient, et il avait un talent musical exceptionnel. Sans oublier ses deux frères, avec qui il a pu partager et exprimer ce don. Maurice était le ciment des Bee Gees, mais peu de gens s'en souviennent. Potato.